Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je vais faire mes courses, mais comment je fais quand le panier de courses moyen augmente de plus de 20% en 2 ans? Comment je fais? Ah bon? Eh ben, on va vous expliquer comment ça se passe. Ça s'appelle le pouvoir d'achat, et comme disent les autres, tout va bien, hein, ça sent si bon la France. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Dassin, mais ça c'était le monde d'avant, tous les matins, le petit pain au chocolat, mais quand on arrive au pain au lait pasquier, vous savez, évolution sur 2 ans au pain au lait pasquier, plus 27,5%. Et le pain demi-harisse sans croûte et sans additif, plus 26,9%, tout ça en 2 ans. Le Parisien a fait l'enquête, alors c'est absolument passionnant, je ne vais pas vous faire tout l'inventaire. On va parler des produits quand même qui sont des produits de première nécessité, ou en tout cas des produits courants. Hein, on va pas parler du caviar, vous inquiétez pas, du champagne, ou... Non. On va parler par exemple du beurre doux président. En 2 ans, plus 41,9%, plus 42% le beurre doux. Et le papier toilette Lotus Confort Aquatube, plus 33,3%. Ah, et donc ça devient cher, hein, de se nettoyer. Et les yaourts nature Danone, plus 32,9%. L'huile de tournesol, hein, c'est pas l'huile d'olive prix du Piémont, plus 29,6%, etc. Je ne parle pas du lait vitaminé Candia, 26% de plus. Haricots verts Bonduel, 23,1%. Biscuits Petit Écolier Lu, les biscuits Lu, 22,1%, etc. Mais dites-moi, et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle sauvegarder le pouvoir d'achat des Français, ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, justement, on a voulu en parler avec Pascal Delima. Bonjour Pascal Delima, vous êtes économiste. Alors dites-moi, c'est quand même un celui en 2 ans. Alors on parle, on dit oui, c'est vrai, pouvoir d'achat, mais nous... Alors on entend toujours les presses qui nous gouvernent, qu'ils soient de gauche ou de droite. D'ailleurs, non, nous préservons le pouvoir d'achat. Et puis ça flambe. Et ce qui est extraordinaire, nous ne parlons pas du prix de l'électricité, nous allons en parler plus tard sur l'électricité avec Jean-François Roux. Mais parlons des produits du caddie, du fameux caddie de la ménagère. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'en fait, il y a l'économie de la communication où effectivement on utilise des indicateurs économiques pour l'ensemble de la société. Puis il y a la réalité vécue par les Français et en particulier la classe moyenne et évidemment en particulier ceux qui gagnent le moins de revenus. Où là on sort des moyennes, si vous voulez. Donc en réalité, on explique à travers de la communication des choses qui sont plutôt pas mal. Mais en réalité, quand on se centre sur certaines catégories de la population, ceux qui souffrent, ceux qui ont la propension à consommer des biens alimentaires la plus élevée, ceux qui se déplacent beaucoup, etc., on constate qu'il y a un problème, ça correspond pas avec ce qui est dit, quoi. Mais alors, dites-moi, ça ne correspond pas à ce qui est dit, mais les gens, et les millions de Français, et les dizaines de millions de Français qui vont faire leurs achats, dans les supermarchés ou dans les épiceries, ils le sentent, eux. Ah, ils le sentent clairement, bien sûr, parce que dans cette amélioration de l'inflation alimentaire, comme on le dit, parce qu'il y a un ralentissement de l'inflation alimentaire, il y a certaines catégories de biens, et en particulier les biens de première nécessité, qui ne rentrent pas dans ces moyennes globales non plus. Donc il y a certaines catégories qui ne rentrent pas dans ces moyennes globales, et il y a certains produits, les biens de première nécessité, qui ont explosé, comme vous l'avez dit, depuis 2 ans, pour plein de raisons. Mais alors, justement, on va parler des raisons, mais qui décide de te faire entrer dans la moyenne ou pas tel ou tel produit? C'est les instituts statistiques, évidemment. Et on joue avec, hein. Ils n'ont pas complètement tort parce que c'est la construction même de la statistique et donc c'est une sorte c'est ce qu'on appelle les paradigmes du scientifique, quoi. Vous savez ce que disait Churchill, je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même falsifiées. Exactement. Mais c'est le sujet. Ouais. Mais alors justement, comment il se fait, comment font les gens? Alors on se dit écoutez, alors est-ce que d'après ce que vous êtes, les gens se restreignent, les gens ils font alors ils font deux choses.
Oui, allez-y. Aujourd'hui, clairement, les Français se restreignent, premièrement. Deuxièmement, ils font jouer beaucoup plus de magasins qu'avant. Troisièmement, ils font beaucoup plus de cartes par magasins, vous voulez dire, ils vont prendre des produits, les beurres ici, voilà, le lait est là, etc. Les épiceries locales, des fois, offrent des petites choses intéressantes aussi. Donc, alors, il faut pas passer son temps non plus à faire les courses, hein. Bien sûr. Mais il y a un arbitrage constant. Voilà, il y a un arbitrage sur tout. Il y a un peu plus d'internet aussi. Attention à l'internet, parce que parfois c'est plus cher aussi, mais ils essaient d'arbitrer entre l'internet, les déplacements physiques, certains magasins, et puis malheureusement moins consommé basiquement, quoi. Et c'est terrible ce qu'on observe. Parce que Pascal Delima, sans revenir aux rues Tabaga d'après la Libération, ou même pendant l'occupation chez certains, il y en a qui ne mangent plus que certaines pâtes, et ils se restreignent. Il y a certains aliments qui ne touchent plus. Beaucoup moins de viande qu'avant, on le constate. Oui. De la déconsommation, on consomme de moins en moins. Et puis, cette inflation, faut-il le rappeler, n'avait jamais été connue sur les produits de première nécessité depuis les années 80. On avait même connu des fortes baisses des prix. Depuis 40 ans, Depuis 40 ans, c'est l'arrivée du hard discount, etc. Donc l'idée, c'était quand même de consommer pas cher. Et là, on est subjugué par ce qui se passe. Alors, on peut s'adapter un petit peu, mais pas non plus totalement. Donc, on l'a subi, les Français, plutôt ceux qui perçoivent le moins de revenus, évidemment, il faut toujours nuancer les choses, la subissent de plein fouet, parce que c'est une part dans leur consommation qui est très élevée et qui est incompressible. On ne va pas se priver de manger, évidemment. Bien sûr, mais alors justement, Pascal Delima, est-ce qu'on peut dire cette fameuse inflation dont on parle, ok, hausse du prix de l'énergie et des matières premières, ça on le sait, on en a suffisamment parlé, mais est-ce qu'il n'y a pas certaines marques qui auraient profité du contexte pour faire des marges importantes? Cupidité à tous les étages. Cupidité, bon, c'est un grand sujet, évidemment, qu'il y a toujours, malheureusement, je vais pas dire le contraire. Maintenant, quand on regarde les marges de la grande distribution, on voit des marges souvent autour de 1%, donc des marges très très faibles quand même. Et quand on regarde les marges alors j'accuse personne, moi, il faudrait voir dans les détails le modèle et tout ça, mais quand on voit les marges des gros industriels, on a des marges qui peuvent exploser jusqu'à 25-30%. Donc qui en profite, je ne sais pas. Moi, je veux pas dire que tout est la faute de la grande distribution. Non, bien sûr. Les gros, voilà. Oui, alors, et puis il y a l'agroalimentaire, vous allez écouter, c'est très très intéressant, sur CNews, un agriculteur, Philippe Grégoire, expliquer, en tout cas donner son sentiment. Écoutez. Et après, si vous voulez aussi, faut aller retravailler la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'entre le départ de l'exploitation et l'arrivée dans la grande surface, sur un caddie de 100 €, il revient que 6,50 € à l'agriculteur. Donc entre les deux, il y a des petites souris qui s'appellent l'industrie agroalimentaire. N'oubliez jamais qu'un agriculteur ne fait pas sa facture. C'est l'industrie agroalimentaire qui fait la facture. Un agriculteur ne fait pas sa facture. Juste les viticulteurs, certains corps de métier font leur facture. Certains céréaliers qui stockent ou certains viticulteurs. Mais pour le gros des troupes, l'agriculteur ne fait pas sa facture. Intéressant ça. L'agriculteur ne fait pas ça. Vous savez ce qui se passe, évidemment, tout le monde en parle de ce qui se passe dans l'agriculture. Regardez en France, regardez en Allemagne. C'est devenu un phénomène de masse et un mouvement très très important. Oui. Et quand il dit sur un panier de 100 €, l'agriculteur se fait 6,5 €, il y a quand même un problème là. C'est un problème, on connaît le problème des agriculteurs depuis très très longtemps, il faudrait les intégrer dans les discussions avec l'industrie agroalimentaire et la grande distribution, en tripartite tout simplement, ce qui n'a jamais été fait. Ce serait tellement simple de comprendre ce que vient de dire ce monsieur, si vous voulez. Si on l'exclut des discussions, ça pose un problème. Maintenant... Et on n'exclut pas des discussions les gros agriculteurs. Tout à fait, voilà. Absolument, parce qu'il y a aussi une inégalité à l'intérieur du secteur agricole entre les grandes fermes, entre les grandes industries, enfin les grandes fermes, et puis d'un autre côté les petits agriculteurs où là aussi il y a de quoi avancer en termes d'inégalité. Mais indiscutablement, la politique agricole commune a une certaine inefficacité, c'est évident, et c'est bien triste parce qu'on voulait nourrir l'ensemble de l'Europe avec des beaux principes, mutualisants de redistribution de richesses, top-down comme on dit, et malheureusement ce qui se passe, c'est qu'on voit s'accroître les inégalités, des agriculteurs qui souffrent. Aujourd'hui, il y a des revendications sociales. On sait très bien que finalement le prix qui leur revient est très très faible. Et puis côté industrie agroalimentaire, n'oublions pas aussi le cours des matières premières qui a explosé. Bien sûr. Parce que le cours des matières premières, malheureusement, l'industrie agroalimentaire le subit aussi. Et là, ça c'est le jeu des marchés internationaux, c'est le jeu de la guerre en Ukraine. Il y a beaucoup de choses. Le verdissement de l'industrie agroalimentaire coûte cher aussi.
Voilà, et le réchauffement climatique, c'est pas la faute de la grande distribution, donc vous avez tout à fait raison, mais on pourrait se poser des questions sur le réchauffement climatique, sur tout cela, quoi. C'est-à-dire sur cette espèce de doxa qui consiste à dire, voilà, il faut tout faire, il faut se sacrifier, il faut tout sacrifier pour la planète, oui, mais quelle planète et qui pollue vraiment? Enfin, on revient à une autre discussion là-dessus, bien sûr. Oui, c'est un sous-sujet tout à fait exact des problèmes que vivent aujourd'hui les industries en général. Mais en fait, juste un mot et pour terminer, Pascal Delima, vous croyez que franchement, comment feront, je ne sais pas, personne ne souhaite ni des révoltes, ni des jacqueries, comme on dit, mais enfin, oui, vieux terme, mais intéressant par rapport à 1789. Non mais, comment vont faire les gens, franchement? Quand ça arrive à ce qu'on a dit, les plus 40%, plus 25%, ils vont faire comment? Les gens qui gagnent 2000 €, 1500 €, etc., il faut comment? Alors, premièrement, la réponse la plus simple, c'est les interventions aussi du gouvernement. Le chèque alimentaire, il existe. Le suivi par le gouvernement des prix, de la transparence des prix au niveau de la grande distribution. Bon, il a un rôle, l'État aussi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est indiscutablement la sobriété alimentaire. On parle de sobriété énergétique. Je viens de penser à l'instant la sobriété alimentaire. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, finalement, on peut aussi rationaliser quand même beaucoup de choses et on peut être optimiste de ce côté-là à travers des comportements qu'on a décrits tout à l'heure. Et puis, troisièmement, il faut se battre pour les salaires. Se battre sur les salaires aussi. On oublie souvent cet aspect-là, se battre sur sa vie personnelle, ses trajectoires, enrichir ses métiers avec les nouvelles technologies qui arrivent pour basculer dans cette nouvelle transformation économique et numérique où les salaires vont être plus élevés aussi. Et donc, quelque part, tout miser sur la qualification des jeunes. C'est aussi un élément peut-être de long terme, plus que aujourd'hui la préoccupation de demain matin, mais c'est un aspect quand même important. C'est vrai, sauf que Pascal Delima, en attendant, il y aura une prolétarisation accentuée de la classe moyenne. Vous savez très bien que la petite classe moyenne est en train de se paupériser. Tout à fait. Donc, gros problème. Tout à fait. Nous passons d'une société en système de montgolfière à un système en sablier, avec effectivement une classe moyenne qui souffre davantage. Il faut justement faire émerger les emplois de demain pour que ça redevienne une montgolfière avec une classe moyenne forte. Voilà. Il ne faut pas qu'on s'enterre dans le sablier, dans le sable du sablier. Merci Pascal Delima. Merci à vous, merci Paul. Merci Pascal Delima d'avoir été avec nous. Tiens, on parlait des agriculteurs, on va parler des pêcheurs dans un instant pour les perles, les huées, les bravos d'André Berkoff. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.